Bienvenue dans la troisième partie des Acteurs de l'écho. Cette partie, vous le savez, elle est consacrée au CEO de la semaine. Cédric Antoine, bonjour. Bonjour Bruno Wettenberg. Vous allez bien? Extrêmement bien. Parfait, vous êtes le CEO de Medi-Market depuis bientôt 2 ans. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer simplement ce que c'est Medi-Market, sa raison d'être, ce qu'on appelle en stratégie le purpose? Oui. Medi-Market, en fait, c'est une chaîne de magasins. On est implanté en Belgique depuis 8 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On a des produits de parapharmacie et de pharmacie sur 400 mètres carrés. Pharmacie, c'est les médicaments. Parapharmacie, c'est tout ce qu'une pharmacie peut vendre. Exactement, des produits de dermocosmétiques, des compléments alimentaires. Et donc on propose un très large assortiment dans nos magasins qui font à peu près 400 mètres carrés à un grand public, à des prix très attractifs. C'est ça la raison d'être, le grand public et les prix très attractifs de la parapharmacie? Je pense qu'on peut le dire, on est entré dans ce marché avec cette volonté ferme de pratiquer des prix justes et de permettre de démocratiser. Rendre accessible, voilà, démocratiser. Voilà. Nous, notre credo, c'est rendre accessible l'expertise santé et bien-être au plus grand nombre. Alors vous êtes français, vous avez étudié la finance à HEC Paris. Les chiffres, c'était une vocation? Alors, j'ai toujours été à l'aise avec les chiffres. Je ne dis pas que c'est une vocation, parce qu'étudier la comptabilité, je ne suis pas sûr que c'était ma vocation au départ. Vous avez fait une spécialisation en audit aussi? J'ai fait une spécialisation en audit. Je pense que je me suis dit à un moment donné, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est important pour le pilotage d'une entreprise. C'était un peu forcé contraint, là. Voilà, mais je voulais cocher cette case-là. Mais j'avais une affinité aussi, évidemment, pour le commerce, le marketing et les ressources humaines. Alors, vous perdez quelques mois à Londres, à Paris, dans des banques, avant de basculer dans la distribution, le retail, chez Louis Delhaize et puis chez Cora, où vous dirigez un hypermarché. Qu'est-ce qu'on apprend quand on va travailler dans la grande distribution? C'est une question que j'ai parfois avec mes étudiants, en disant c'est un secteur très particulier. On en ressort comment? Quelles sont les compétences qu'on apprend quand on est dans cette grande distribution? Déjà, c'est un secteur qui a le mérite d'être compris par tous. C'est-à-dire que c'est facile d'expliquer ce que l'on fait. Acheter, vendre des produits, c'est quelque chose, on peut en parler avec ses amis. Au consommateur final. Voilà. Après, j'ai la chance d'avoir été directeur d'hypermarché. Je pense que c'est un des métiers que j'ai énormément aimé pratiquer. Pourquoi? Parce qu'un hypermarché, c'est un petit village. Déjà un grand village parce qu'il y a 350 personnes. C'est une unité de vente qui ressemble à une grande entreprise déjà. Je pense qu'on y apprend le management de proximité. Très intensif au niveau humain. C'est très intensif au niveau humain, je pense. On passe beaucoup de temps sur le carrelage, comme on dit, avec les collaborateurs, collaboratrices, pour les connaître bien en premier lieu. C'est un métier très riche parce qu'il touche à tout, il touche au commerce et en même temps on a des laboratoires de production puisqu'on a de la boulangerie, de la boucherie, donc on a des choses qui sont assez techniques. Avec des normes alimentaires très strictes. Voilà, il y a un côté un peu industriel aussi au métier et puis c'est le commerce au sens large. C'est des unités de vente qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année et donc il y a des enjeux aussi économiques qui sont très importants. Ce qu'on entend en Suisse aussi, c'est que c'est une excellente école parce que les marges sont faibles, donc on doit être très efficient, c'est le cas? C'est tout à fait vrai. On se pousse dans nos retranchements. Il faut avoir de l'ingéniosité pour réussir à gagner quelques euros. On parle en boîte de conserve. On dit, tu sais combien il faut gagner ou avoir vendu de boîtes de conserve pour avoir le résultat attendu. Quand on dépense et quand on a des lignes de coût, on est très vigilant sur l'évolution des frais généraux. Vous dirigez ensuite Wing, c'est une tentative du groupe Louis Delhaize à l'époque de développer un pur player digital e-commerce. Et c'est quoi, vous étiez visionnaire, mais trop tôt? Alors c'était les années du développement du drive, souvenons-nous. Moi j'étais au Luxembourg. Chercher ces sacs de course. Voilà, j'ai commencé au Luxembourg avec une France juste à côté qui développait beaucoup ce concept, ce qui nous a bien inspiré d'ailleurs. Et une enseigne comme Chronodrive, propriété du groupe Auchan, à l'époque, qui avait bien exploré ce domaine. On s'était dit, tiens, en Belgique, le sujet n'est pas couvert, ou très partiellement, et il y a une place pour un pure player de l'e-commerce alimentaire. On avait des chiffres sur la France qui nous montraient que la part de marché était en plein boom. Évidemment, on se disait la Belgique devra rattraper cette part de marché. Ça n'a jamais été le cas. Quelle leçon vous avez tirée de ça? Qu'est-ce que vous avez appris? Que c'est important d'analyser aussi le marché, d'être proche de la vision des consommateurs. Pas croire à 100% les études de marché. Que ce qui marche à un endroit ne va pas nécessairement marcher dans un autre endroit.
je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, si on reprenait l'expérience, on arrive à de meilleurs résultats, même quelques années plus tard, parce que... Il faut être ni trop tôt ni trop tard. Voilà, les habitudes en Belgique sont aussi différentes. Hein. Je pense qu'on est dans du commerce de vraie proximité. Avec une forte densité aussi. Très forte densité commerciale. Et il y a tellement de solutions pour le Belge à moins de 5 minutes de voiture pour faire ses courses rapidement quand même, et avec des petits commerces, que l'e-commerce alimentaire n'a pas percé aujourd'hui. Après Wing, vous faites un détour par Cora et vous arrivez il y a 2 ans comme CEO chez Medi-Market. Alors c'est un actionnaire familial. Quelle est la feuille de route que cet actionnaire vous donne quand vous arrivez? Parce que Medi-Market avait une certaine maturité. Il semble qu'il y avait beaucoup de boulons à serrer encore. C'était le passage de la start-up à la scale-up véritablement. Alors ça, c'est un des vrais enjeux. Alors le premier enjeu, c'est de continuer le développement de l'entreprise, alors qui a été assez fulgurant. Ça veut dire la forte croissance. Quels sont vos objectifs de croissance? L'année dernière, nous avons fait 30% et force est de constater qu'on est toujours sur le même trend et je pense qu'on fera encore une année dans une fourchette entre 20 et 30%. C'est pas encore l'hyper gros, c'est 40% pour le Forum économique mondial, mais 30%, ça veut dire qu'une entreprise qui se transforme en permanence, c'est avoir un avion qu'on répare, qu'on adapte en volant. Vous parliez de scale-up, c'est effectivement le cas. On doit continuer de faire grandir les équipes, de les former, de transformer les outils pour que derrière, on puisse servir correctement nos consommateurs pour pouvoir justement voir cette entreprise grandir et lui ajouter les cordes nécessaires à son arc. Qu'est-ce que vous avez comme chiffre d'affaires sur 2022 à la louche? Alors aujourd'hui, on va attendre à peu près 300 millions de chiffre d'affaires au niveau global du groupe, ce qui fait de nous une grande entreprise déjà. En termes d'enjeux recherchés, c'est évidemment continuer d'ouvrir des magasins, de faire grandir cette équipe qui doit passer de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. Donc la formation est essentielle. Pour revenir à il y a 2 ans quand vous arrivez, c'est aussi d'avoir une croissance profitable. Alors on sait que souvent il y a des paliers, on privilégie la croissance et puis on fait un palier, on fait un peu de gras, on privilégie le profit. Où est-ce que vous en êtes? Vous parvenez à avoir une croissance profitable en 2022? Alors absolument. On a connu le Covid comme beaucoup d'autres entreprises qui était une période d'incertitude où là évidemment on avait un léger tassement de notre croissance avec des frais qui augmentaient pour conduire le développement de l'entreprise. Toute cette période est bien derrière nous et aujourd'hui on a vraiment un modèle qui est rentable, qui nous permet de gagner de l'argent et qui nous permet de voir de l'avenir avec rentable significativement? Oui, significativement. On peut parler de votre... Vous n'avez peut-être pas encore clôturé 2022, mais vous avez une idée à la louche ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé de dévoiler le... Je préfère ne pas évoquer les résultats exacts de l'entreprise, mais en tout cas on parle d'un résultat net qui est positif, donc qui permet justement d'amortir nos investissements et de pouvoir continuer notre croissance et notre ouverture de magasins. Donc on peut dire que vous êtes en marche pour à la fois la croissance et la rentabilité, avec toujours cette croissance de 30% dans les prochaines années? Alors dans les prochaines années, on va s'employer à continuer d'avoir cette dynamique-là. Ça passe par plusieurs possibilités. Hors Belgique alors? Voilà, il y a encore du développement en Belgique. Cette année, nous allons ouvrir 12 magasins en Belgique. C'est quand même... c'est plutôt en Flandre, vous étiez surreprésenté du côté Alors francophone? maintenant, effectivement, notre développement s'oriente principalement sur la Flandre, même si on a encore de beaux projets sur la Wallonie, encore au Luxembourg. Et sur l'Italie, qui est notre terre de conquête numéro 1 aujourd'hui. Pourquoi l'Italie? Alors l'Italie parce que on est sur un format historique de la parapharmacie et pharmacie qui ressemble un peu à celui de la Belgique, c'est-à-dire beaucoup de petits acteurs de petite taille qui laissent une place pour un retailer comme nous qui amène un sujet de supermarché de la parapharmacie. Alors New Pharma est un pur player e-commerce, mais racheté par le groupe Colruyt. Alors il propose une sélection de produits de parapharmacie dans les rayons de Colruyt. L'e-commerce, pour vous, comment vous le positionnez dans votre stratégie? Alors nous sommes en e-commerce depuis le début de notre activité. C'est un canal dans lequel on croit énormément, mais dans une optique omnicanal, c'est-à-dire qui permet au consommateur d'avoir un acte d'achat qui s'adapte à sa situation de vie. Et donc aujourd'hui, s'il veut venir en magasin, il vient en magasin. Voilà, exactement. Mais il peut se développer. Il peut se développer. Je pense qu'il va se développer parce qu'on a un très bon site internet et on a une offre très compétitive sur le canal du web. Vous pouvez nous dévoiler la part physique et digitale aujourd'hui, ça c'est un chiffre sur lequel on peut facilement communiquer. On est aux alentours de 5 à 6% de participation sur notre partie e-commerce et on voit qu'elle est en croissance constante. Et c'est la partie de l'expérience que vous donnez à vos clients ou vous gagnez des clients aussi via l'e-commerce?
on en gagne sur tous les canaux. C'est deux types de clients différents. Alors, il y a un recoupement. Donc, on a des clients qui sont clients de magasins, évidemment, qui font des commandes épisodiques. On a des clients exclusifs sur le canal web. Mais on est très heureux de développer en parallèle ces deux activités. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre débat sur les datas ? J'ai eu la chance d'être invité précédemment dans une émission où on parlait des datas sur LN24. Donc vous savez déjà que je suis très convaincu de l'importance du sujet. On met beaucoup d'énergie chez MediMarket au développement et à la structuration de ces données. L'architecture. Hein. On parlait de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Quand on a moins de moyens au démarrage d'une entreprise, c'est pas là où on investit en premier lieu. Et parfois, on se rend compte que nos systèmes ne cohabitent pas tous très bien. Et quand on veut une information pratico-pratique avec toutes les données sur un même tableau, ce n'est pas toujours évident de les sortir de manière intelligible. Donc on est en train de construire ça de manière beaucoup plus fiable et plus sûre pour aussi nos collaborateurs. Quelle sera la valeur que vous allez capturer grâce à cette meilleure exploitation des données ? Il y a plein d'enjeux. Premièrement, évidemment, des enjeux pour nos clients. On vient de faire une grande enquête qui nous permet de voir quelles sont leurs attentes en termes de développement d'assortiment. Connaître mieux la composition de leur panier, ça permet de se développer efficacement et de mieux répondre à leurs attentes. Mais je parle aussi de nos propres équipes, avoir de bons outils pour travailler. Dans le débat. C'est un outil de management. Et donc, pour nos collaborateurs, avoir de bonnes informations pour guider leur travail au quotidien, c'est plus de sérénité au final et c'est se sentir mieux dans ses baskets, dans son job chez MediMarket. Cédric Antoine, les trois choses qui vont vous mobiliser, pas vous empêcher de dormir, mais qu'est-ce qui va vous mobiliser cette année pour la croissance de MediMarket ? Projet d'ouverture. Quand on en a beaucoup, il faut tous les réussir. Oui. Recruter les bonnes équipes pour conduire ces C'est quoi magasins. Du recrutement permanent ? C'est du recrutement permanent. On a toujours ça devient une fonction critique dans l'entreprise ? Oui, les ressources humaines, c'est une fonction clé chez MediMarket. Elle est en plein développement. Ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est le développement de la formation de mes collaborateurs, parce que voilà, c'est comme ça qu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte, c'est avec une bonne formation. Et alors, un sujet important pour l'avenir, j'utilise une formule qui est facile à comprendre. Moi, j'aimerais que MediMarket devienne le décathlon de la santé. Voilà. Carrément. Alors, c'est ambitieux au sens de la passion que les collaborateurs et collaboratrices doivent porter pour le sujet de la santé et arriver à le transmettre à nos clients et clientes et patients et patientes. Oui, il y a un type de culture Decathlon. Voilà, et moi je suis très inspiré. C'est admirable ce que Decathlon a développé pour le sport. Mais si on remplace sport par santé pour MediMarket, voilà ce que j'aimerais que l'entreprise devienne dans le futur. Alors, au-delà de votre activité professionnelle, notre CIO, c'est un job plus qu'à plein temps. Est-ce que vous avez le temps pour les loisirs ? C'est quoi les loisirs de Cédric Antoine ? Alors, les loisirs, beaucoup de sport. Moi, j'ai toujours pratiqué le sport à haut niveau. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport ? Alors, j'ai joué au rugby pendant des années. Oui. Pour des raisons de sécurité physique. Je ne le pratique plus pour garder mes deux bras. Trop d'impact dans le rugby ? Oui, c'est un peu aléatoire. Vous avez joué à bon niveau dans le rugby ? J'ai joué à bon niveau. Je skie toujours beaucoup, donc j'ai été compétiteur en ski. En Belgique, c'est pas évident. Voilà, donc le ski aussi est un sport que je pratique beaucoup. Sinon, je suis inscrit dans une salle de sport. J'ai toujours aimé beaucoup la musique également. Je suis pianiste et bassoniste. Et vous jouez encore régulièrement ? Et alors, le piano, oui. Le basson, je dois reconnaître que c'est pas toujours évident de pouvoir le pratiquer. Quand vous mettez dehors de la maison, quand vous commencez à jouer. À part de faire le grand-père dans Pierre et le Loup. Et vous auriez pu en faire une carrière à un moment, soit le sport. Est-ce que vous avez une vocation manquée ? Vous auriez pu être un autre homme, un joueur de rugby ou un musicien ? Ça s'est joué à l'âge de l'adolescence. J'aurais pu partir dans le sport-études ou... c'est un choix que j'ai finalement pas fait. Je suis content, je pense, de ne pas l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. En fait, je trouve qu'avoir la chance de diriger une entreprise comme MediMarket, c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de bonheur. Si tout était à refaire, je pense que je m'essaierais peut-être sur les bancs de la faculté de médecine. Et ça, c'est peut-être un clin d'œil avec le monde dans lequel j'évolue aujourd'hui, de la santé. J'ai cette passion-là aussi. Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Quel est l'enjeu de société qui vous touche le plus maintenant et que vous avez envie de partager avec nous ? Il y en a énormément, mais si je devais en regarder un, moi, c'est le changement climatique et la durabilité, le fait de vivre dans un monde qu'on détruit à petit feu. C'est la crainte pour vos enfants ? Oui, moi je trouve que si la branche sur laquelle on est assis, c'est quand même pas trop recommandé. Donc j'ai envie
envie, et même à mon humble niveau d'entreprise, de fédérer nos collaborateurs, collaboratrices autour d'un monde meilleur et de trouver des solutions simples pour y contribuer. Dans ce contexte, l'entreprise fait partie du problème ou de la solution ? Moi, je pense qu'elle a sans doute fait partie du problème historiquement, mais elle peut être aujourd'hui la solution. Ce n'est pas forcément au pouvoir public de l'apporter. Moi, je pense qu'un monde de l'entreprise fédéré autour de cet objectif, ça peut changer les choses. L'effet colibri. Absolument. Parfait, quelle belle fin d'émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Cédric et Antoine d'avoir partagé avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Acteurs de l'écho. À très bientôt.